Je pense que la différence est jour et nuit, mais je pense aussi que l'un n'est pas plus ou moins important que l'autre. Moi, je n'ai pas la capacité d'écrire un scénario et de faire des films fiction. Ce n'est pas mon métier, c'est un métier en soi, mais je pense que c'est très important de ne pas sous-estimer l'importance de romaniser et de raconter ce genre d'histoire d'une façon beaucoup plus superficielle, oui, mais pas, je ne le dis pas de façon négative. Par exemple, Schindler's List, c'est naturellement tout à fait l'opposé du genre de film documentaire européen, très lent, beaucoup plus compliqué, mais la réussite et l'importance de Schindler's List, la liste de Schindler, de la liste de Schindler, est phénoménale parce que Spielberg, dans son génie, a réussi à raconter une histoire qui en fait parle et met à jour la question de la Deuxième Guerre mondiale. Il a rendu ça accessible à la majorité de la population mondiale par une histoire qu'il a réussi, qu'il a romanisée. Donc c'est génial. La même chose pour le film de Hannah Arendt. Il n'y a pas toute sa philosophie et tout, mais la majorité des gens qui ne savaient pas qui était Hannah Arendt avant le savent. Bien sûr. Et certains vont probablement continuer à avoir envie d'en savoir plus, d'autres pas, mais il y a accès à un immense public que des films de documentaires, des films art house n'ont pas accès. Donc c'est un génie que je n'ai pas et qui est très très important à mes yeux. J'avais l'impression en regardant le film qu'il s'agissait d'un film engagé, quelque part. Même si vous ne jugez jamais vos personnages, le seul fait d'entendre Margarete Himmler en début et en fin de film qui affirme ne pas savoir ce qui se tramait dans les camps de concentration, j'ai quand même l'impression que vous soulevez le paradoxe de dire, bah si, avec toute cette correspondance, le fait que la jeune Gudrun ait vu les camps, alors peut-être pas les horreurs évidemment que l'on connaît, mais rien que le camp lui-même d'extérieur avec les gens privilégiés qui le visitaient, elle ne pouvait pas dire qu'elle ne pouvait pas savoir, et pourtant elle l'a dit. Vous avez tout à fait raison, et je m'y tiens. Je soulève, pas indirectement, directement la question, est-ce que Marga savait? Je pense que Marga savait. Marga, pour moi, n'est pas uniquement Marga, mais c'est le monde. Comme Himmler n'est pas seulement Himmler, ni l'Allemagne, mais l'humanité. Marga, est-ce qu'elle savait exactement ou pas exactement, n'est pas la question importante. La question importante, c'est que Marga, qui est pour moi un microcosme de nous tous, on savait assez et on n'a rien fait. On sait toujours assez, on ne devrait pas se taire, on devrait poser plus de questions. Et Marga, de toute façon, aurait, quoi qu'elle sache, elle aurait supporté, parce que son idéologie n'était pas moins extrême, fasciste que l'idéologie de son mari. C'est pour ça que je pense aussi que Himmler n'est pas un personnage à double... avec deux visages. Il n'y a pas un Dr Jekyll et Mr Hyde. Il y a un homme qui est profondément violent, pervers, malhonnête, qui vit d'après des codes moraux qui sont tout à fait perversés, qu'il arrive à pervertis. Même ses lettres d'amour sont désagréables. Écrire avant de se marier à sa femme qu'il aime plus que tout, mais qu'il y a quelque chose qu'il aime un peu plus. C'est la patrie, ce n'est pas très romantique. Dans l'analyse, pour moi, il y a cette même violence qu'il y a partout. Vous dénoncez, et c'est bien normal, la phobie du juif. Évidemment, c'est la première chose à laquelle on pense. Et en même temps, il y a également, dans le couple, de l'homophobie et une certaine place de la femme qui est réactionnaire même pour l'époque. Tout à fait.
Tout à fait. Marga, d'abord je dénonce, l'anti-juif, mais l'anti-tout. Je dénonce ce que Himmler, il est, que ce soit homosexuel, que ce soit juif. Alors naturellement, la question juive est devenue la plus grande et la plus importante, mais dans le fond, il n'y a aucune différence dans le danger de l'idéologie de Himmler entre ce qu'il pensait des juifs ou ce qu'il pensait des homosexuels ou ce qu'il pensait des communistes. Il faisait la même chose aux communistes que ce qu'il faisait aux juifs. Donc, et aux résistants. Et aux résistants, et aux gitans, et aux homosexuels, et aux handicapés. Oui. Et aux vieux. Aux vieux, aux trop jeunes, aux trop vieux. Donc s'il en parlerait dans ses écrits, ça aurait été dans le film. En ce qui concerne la relation avec Marga et la position de la femme, oui, Marga était très réactionnaire et très révolutionnaire et très féministe pour son temps. Elle avait aussi 7 ans de plus que Himmler, donc elle cassait un peu elle n'était pas... Les codes, mine de rien. Tout à fait. Et comme on voit dans la relation avec Himmler, petit à petit, cette femme indépendante et plutôt exceptionnelle en tant que femme dans l'Europe du début du siècle, petit à petit devient la femme soumise, perd son indépendance, et c'est ce que Himmler fait à sa femme, à sa maîtresse et à tout le monde. Les voix off ont été choisies d'après l'âge et la région et l'accent des acteurs, des voix, qui soient parallèles, donc qui restaient authentiques au texte. Et également, on a essayé, on a eu la chance de trouver Tobias Moretti, qui est incroyable, et qui a un fils et une fille, pour rester dans le concept de la famille. Donc c'est son fils qui est au début du film le jeune Himmler, et c'est sa fille qui est Gudrun. Formidable. C'est vraiment un petit détail, mais dans le concept de famille, de rester honnête par rapport à la source du texte qu'on avait, et rester documentaire, c'était très important, donc c'est comme ça qu'on a fait. Et ça revient dans ses écrits à lui, ça revient des milliers de fois. C'est c'est la valeur qui pour lui était la plus importante. C'est en un mot, d'un côté ça reste dans l'esprit du film, puisque ce sont les mots de Himmler et sa famille. Donc le titre est aussi un mot de Himmler. Et d'un autre côté, en un mot, ça résume tout ce que était l'homme à nos yeux. C'est toute la perversion de chaque valeur morale, belle. C'est au-delà de l'absurde. Donc tout ce qui était décent pour lui est naturellement indécent pour nous. C'est justement la scène qui m'a le plus marqué dans The Decent One, c'est quand on voit Himmler passer à côté de corps fusillés. Peut-être de résistants, on ne sait pas vraiment qui a été fusillé. Et en même temps, on a en voix off une lettre tendre à sa fille, alors qu'il paraît souriant devant le peloton d'exécution. C'est tout à fait surréaliste. Tout à fait. Vous avez pensé à ça au moment du montage, en disant qu'il faut montrer, un peu comme dans le titre et l'affiche d'ailleurs, ce contraste entre... Il faut montrer... toutes les images sont des images d'archives authentiques, donc on n'a rien filmé. Ces images étaient là, ces images supportent ou contredisent le texte. Donc oui, j'ai pensé à ça, et les images qui sont dans le film sont des images, toutes les images sont des images que je pensais nécessaire qu'ils soient vues. Et le choix a été difficile, il y a beaucoup d'images qui sont restées à l'extérieur, mais oui, tout à fait. Tout à fait. Et il y a eu des moments difficiles, par exemple, je ne sais pas, pour financer le film ou... Très difficile, naturellement. Comme dans toutes les productions, c'est difficile. Dans les productions documentaires, encore plus. Dans les documentaires qui sont très très chers, d'autant plus difficile. Le film a coûté 1,3 million €. Il y a environ un demi-million d'euros pour les droits des images d'archives, donc ça a été très très difficile. Et petit à petit, on a levé les fonds. Il y a un moment où on pensait qu'on n'allait pas pouvoir faire
ce film exactement parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour les archives. Et puis on a eu de la chance d'avoir le territoire autrichien qui s'est ouvert à nous et qui nous a donné énormément d'argent, et des fonds privés qui nous ont donné de l'argent. Et puis on a eu un moment où on s'est dit on va pouvoir faire le film, mais juste pour 2-3 festivals. Et après on espère que ça va avoir du succès, et on va essayer de récolter pour pouvoir diffuser les archives dans les cinémas, dans le monde entier. Donc c'est un processus. On ne savait pas qu'on allait lever les fonds qu'on a levés, mais on continue à se battre pour balancer le budget, mais comme dans toute production documentaire. Je pense que le film, que d'un côté Schindler, pour son génie et son importance, et d'un autre côté La vie est belle, sont de très très grands films sur la Shoah. Naturellement, Claude Lanzmann, Shoah, ce sont des films très importants. Mais cinématographiquement, on ne peut pas vraiment comparer La liste de Schindler et Shoah. Donc, le sujet est... Pour moi, je dis ça au sujet du film d'Himmler assez souvent. Himmler n'est pas un film sur la Shoah. Même Schindler's List, La liste de Schindler n'est pas un film sur la Shoah. La vie est belle n'est pas un film. C'est un film sur l'humanité, sur des êtres humains, sur des événements. C'est raconter une petite histoire pour en fait en raconter une beaucoup plus grande. Son frère veut épouser une femme qui est une artiste, qui est un peu frivole, qui a déjà eu des rapports sexuels. Donc Himmler prend un détective privé pour avoir le plus possible d'informations sur cette femme, pour être certain qu'elle a du sang juif, pour aller prouver au père qu'en fait la fiancée de son frère est pas seulement une frivole, donc pour lui une prostituée. Voilà, absolument. Voilà. Donc pas seulement ça, mais en plus, elle a du sang juif, et il arrive, donc de par ce détective, il a les preuves qu'il va exposer au père, et il arrive à casser les fiançailles du frère. Je comprends l'association directe entre un film comme ça et les événements d'actualité. C'est évident, c'est normal, et c'est presque même un compliment, parce que ça montre à quel point le film n'est pas un film d'une histoire qui s'est passée quelque part et par des monstres. Ça confirme que malheureusement ça s'est passé, donc ça pourrait se repasser, parce que c'est le fruit d'êtres humains comme vous et moi. Par contre, ce qui est mon avis, et ce qui est très important pour moi, je pense que le débat, malheureusement, part dans une direction qui est moins importante. Je pense que c'est pas important, ou la question de fond n'est pas qui est plus victime. Bien sûr. Le juif du hyper cacher, le policier, le musulman, c'est pas qui est plus victime. Les journalistes, les gens chez Charlie Hebdo, plus connus, moins connus, c'est pas ça la question. Le débat de fond devrait être les salauds si décents et les Himmler. Le problème, on est tous victimes de Himmler en puissance et d'idéologies extrêmes, religieuses, et on doit tous faire très très attention pour que ces idéologies et ces actes n'ont pas le support qu'ils ont réussi à avoir dans les années 30, et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Il ne faut pas se concentrer sur qui est plus victime. Il y aura un moment, un nouveau film, tout à fait. Ouais, vous aimeriez faire un nouveau film sur un autre thème, ou toujours un petit peu dans ce thème-là? Non, écoutez, ce serait pas intelligent de dire je veux plus faire sur ce thème, il est trop tôt, je pense pas que ce sera sur ce thème. Je pense, si je me regarde dans le miroir, mon premier film, j'adore les biographies, mon premier film était sur Ehud Olmert,
ancien Premier ministre d'Israël, mais un personnage pour raconter une histoire plus grande. Mon deuxième film, sans que je l'ai choisi, l'histoire est arrivée à moi, et sur un personnage qui raconte une histoire plus grande. Je suppose que le prochain sera sur un personnage qui racontera une histoire plus grande. Mais j'y suis pas encore du tout. Merci Vanessa Lapin, c'était une joie de vous connaître, vraiment. Merci à vous, merci beaucoup pour votre intérêt, pour tout, merci.